Oui, bonjour. Bon, moi, on m'a donné une mission limitée qui était simplement de dire dans quelle étape se situe chacun des exemples qui ont été présentés. Donc, c'est à la fois simple et en même temps, ça pose quelques questions. Bon, si je prends l'entreprise de CIDES, ils en sont à l'étape 1. Non, c'est-à-dire, tout dépend aussi du positionnement, c'est-à-dire qu'ils sont en amont de la validation de l'étape 1. Si je prends Navaille, ils sont en expérimentation, c'est-à-dire avant l'étape 4, mais j'y reviendrai. Si on prend Wisman, on peut dire que c'est le 7, c'est intégré dans les transports. On peut dire que c'est du 7, quoi, et Toyota du 7. Par contre, là où ça interroge, c'est le qualitatif à l'intérieur des étapes. C'est-à-dire que si je prends CIDES, je pense que c'est important que en amont de cette étape 1, on la distingue en deux grandes parties, c'est-à-dire une partie où on se limite à une réflexion, je vais dire, théorique de la section syndicale, c'est-à-dire qui s'engage pour y aller, d'une pratique syndicale qui s'inspire déjà de la démarche DQT. Et c'est par exemple ce qu'on avait beaucoup vécu chez Renault à Cléon, où tant qu'on a une direction qui ne valide pas le projet, ça n'empêche pas la section syndicale d'avoir une démarche qui s'inspire complètement de la démarche DQT. Donc, CIDES a pris la voie dans ce sens-là, à travers la formation Agir sur le travail, avec peut-être la question du lien peut-être à renforcer maintenant avec les travailleurs dans cette démarche-là. Si je prends Navaille, on dit qu'ils sont officiellement en expérimentation. Pour moi, c'est plus que ça. C'est-à-dire que l'expérimentation, il ne faut pas que la définition d'expérimentation se limite au fait que ça ne couvre pas 100% de l'entreprise. Donc, pour moi, ils sont dans un déploiement, ils font fonctionner la démarche DQT dans la vie de l'entreprise. C'est plus quelque chose où on va dire on a expérimenté et on est encore en attente de la validation. Non, on peut considérer que la démarche est validée. Il y a d'ailleurs des évaluations qui sont permanentes dans la démarche et une section syndicale, comme on l'a vu, bon, même si c'est Manu qui l'a présenté tout aussi bien que l'aurait fait Dominique, il y a une section syndicale qui est en capacité de faire une évaluation globale du fonctionnement. Donc, importance aussi de différencier ça. Et puis, comme les deux autres entreprises sont au niveau 7, mais par comparaison à d'autres, je dirais aussi que c'est important cette distinction entre déploiement et intégration dans les transformations de l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on peut, c'était par exemple la situation de Renault-Flin, donc je donne quelques autres exemples en même temps, où on peut dire qu'ils étaient à l'étape 6, c'est-à-dire il y a eu un déploiement du DQT dans tout l'établissement, dans toute l'usine, mais pour moi, ça n'a jamais été intégré dans l'organisation du travail de Renault, et de ce fait, en ce moment, c'est en panne, le système est en panne. Donc voilà, un peu comme on me demandait simplement de positionner par rapport aux étapes, j'en reste là, et pour laisser la parole aux membres du comité scientifique. Merci. Merci à toi, Michel. Voilà, donc après, au choix. Hein. Donc, Yves, Pascal ou Pierre, comme vous souhaitez. Bon, puisque je suis le premier sur la liste, je vais y aller. On peut le faire dans cet ordre, c'est très bien. Donc, Yves Lichtenberger, je suis sociologue. Dans le prolongement de ce que vient de dire Michel, il me semble que chacune des interventions a montré qu'on passait progressivement ou bien par défaut d'une démarche visant à exécuter un dialogue qualité du travail qui soit institutionnalisé à une démarche dans laquelle, faute de pouvoir l'institutionnaliser,
on cherchait par tous les moyens à l'intégrer, soit au fonctionnement de la section syndicale, par des actions sur le travail, soit à l'action de l'entreprise et de la hiérarchie elle-même. Donc, on a une espèce de dialogue. On passe d'ailleurs au dialogue social centré sur le travail, plutôt qu'un dialogue sur la qualité du travail qui reste un arrière-fond auquel on n'arrive pas encore vraiment à toucher. Au fil des interventions, d'abord, un point qui est frappant, c'est la qualité des intervenants et le plaisir et l'intérêt que chacun a pris à développer ces actions. Je n'ai pas entendu à aucun moment le moindre écho de déception, pourtant dans des temps qui sont difficiles et dans des situations que tout le monde a vécues de façon difficile. Et donc, la force de ces actions syndicales sur le travail montre bien à quel point le travail est source de liens, recréant le lien entre le syndicat et les travailleurs, source de liens sociaux, et puis d'une certaine manière, source d'intérêt, de joie. J'ai toujours entendu des expressions d'une action syndicale plutôt joyeuse. Et ça, je trouve que même si les objectifs visés ne sont pas toujours atteints, c'est quand même quelque chose d'extrêmement encourageant. J'avais une question un peu transversale qui a couru à travers toutes les interventions, qui avait été d'ailleurs annoncée par Johnny dans son intervention préliminaire, où il disait on est passé progressivement d'une action d'EQT comme projet CFDT à une action d'EQT comme projet de l'entreprise. Et on arrive à la déployer vraiment que si on arrive à en faire un projet de l'entreprise. Et ça me semble avoir été bien illustré par tous les cas, mais avec cette question de qu'est-ce qu'on appelle vraiment entreprise et quelle place le syndicat y prend. Dans le premier exemple, CIDES, on voyait que l'entreprise, c'était d'abord une direction générale et une hiérarchie, un management, une direction de l'industrialisation avec lesquels on arrivait à s'entendre. Puis tout à coup, il y avait un président qui intervenait et cassait tout. Et lorsqu'on essayait de comprendre pourquoi il cassait tout, les réponses ont été, en gros, c'est un type qui est idéologiquement trop marqué à droite et il ne voulait pas faire avec la CFDT. Mais on peut avoir un autre regard qui était donné aussi par l'intervention, c'est que la CGT était majoritaire et elle était simplement dans une position attentiste par rapport à ça. Et on peut tout à fait comprendre que le PDG, le président, pardon, qui n'est justement pas directeur général, qui est donc sensible à ces liens politiques, ait choisi, au nom de l'entreprise, de ne pas vouloir privilégier la CFDT contre la CGT. Et donc, c'était une question qui serait posée à la section, sur qui compter pour embarquer la CGT là-dedans? Est-ce qu'il fallait passer par la direction pour engager la CGT ou est-ce que cet accord avec la CGT était presque un préalable pour arriver à faire de cet élément-là quelque chose porté par l'entreprise? Il me semble qu'on a retrouvé ça dans les trois autres interventions. Alors sur Navaillès, on l'a vu de façon très forte. Là, il n'y a qu'un seul syndicat. Et le fait qu'il n'y ait qu'un seul syndicat était bien donné comme une des conditions de réussite parce que c'est ce qui permettait d'avoir un climat de confiance, etc. Mais il y avait une question qui était aussi intéressante sur Navaillès, sur qui est l'entreprise. On nous a parlé d'une entreprise de fabrication de fauteuils de bureau qui ratait tous ses projets, n'arrivait pas à se repositionner sur son marché, etc. Et au fil d'un échange, on a entendu qu'elle était en train de retrouver un souffle parce que
comme ils étaient spécialistes de la découpe, ils s'étaient mis sur les masques et que ça, tout à coup, l'entreprise avait produit des masques, retrouvé une capacité, c'est-à-dire c'était redéfini à partir de ses compétences propres, à partir de ses salariés, des outils qu'elle avait, comme quelque chose de tout à fait différent de ce qu'elle imaginait. Donc là, on a une espèce de virage stratégique absolument fondamental. Et est-ce que le dialogue DQT centré sur les bons fauteuils ou la bonne manière de faire les fauteuils vient redynamiser tout ça? Est-ce qu'il vient en contradiction ou pas avec ça? Je trouve que c'était très, très intéressant comme question. Cette question de l'unité de la communauté ouvrière, on l'a retrouvée aussi avec Wiesmann, là, où on voit comment la CFDT progressivement s'est installée comme étant la vraie direction sociale de l'entreprise. C'est elle qui devient la direction de la communication interne. Même dans les échanges ensuite, il y en a qui ont dit voilà, on va faire une SCOP CFDT. Donc on voit comment le syndicat prend une partie du pouvoir dans l'entreprise à partir de cette démarche-là, et comment c'est aussi une condition pour que cette démarche ait une crédibilité, parce qu'elle instaure cette confiance qui est indispensable pour pouvoir discuter de ces points-là. Et puis, le dernier point de Toyota a été intéressant parce qu'on avait vraiment une démarche qualité du travail qui est complètement intégrée au fonctionnement même de l'entreprise, et du coup, le syndicat se trouvait un peu déplacé sur l'aspect dialogue social et l'aspect discussion sur les critères de qualité du travail. On ne savait plus si il reste une spécificité du syndicat. Est-ce que la DQT est simplement une source de confiance et de coopération? De quelle manière est-ce qu'elle reste aussi un outil de conflictualité sur les critères? Alors, quelques mots sur toutes ces présentations qui, comme l'a dit Yves, étaient vraiment… Excuse-moi, Pascal, si tu peux te présenter en 2 mots, parce que c'est vrai que… Voilà. Donc, des présentations qui étaient vraiment passionnantes pour moi qui suis sociologue du travail et des organisations, et donc intéressé notamment par les questions de la façon dont le travail en fait donne lieu à du dialogue dans les entreprises entre différentes catégories d'acteurs. C'est un petit peu des questions d'acteurs justement que j'ai envie de soulever à la suite de vos présentations. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la façon dont finalement la section syndicale peut se trouver à porter une mise en forme des problèmes du travail. C'est-à-dire qu'en fait, les dispositifs de mise en discussion du travail et de la qualité du travail, il me semble qu'il y a un point assez important, c'est de se rendre compte que finalement, la notion de travail elle-même est loin d'aller de soi. Et loin d'être partagée par l'ensemble des acteurs que vous avez pu désigner. Et donc, peut-être en écho à la question que soulevait Yves à la fin de ce qu'il vient de nous dire, s'il reste un rôle, je pense, pour l'organisation syndicale, eh bien, c'est précisément peut-être d'amener à questionner en permanence soulever des problèmes de travail et les mettre en forme. Ce que je veux dire, c'est par exemple, je crois que c'était dans la présentation Toyota, on voyait comment dans les outils du Lean,
On retrouve les coûts qualité-délai ou des critères de ce type-là. Donc déjà, ça, c'est des critères à partir desquels on va apprécier, porter un regard sur le travail et considérer que telle chose, c'est du travail ou ça n'en est pas. Et le critère supplémentaire qui était ajouté, ou le registre supplémentaire qui était ajouté, c'était la sécurité, safety. Ce qui veut dire que facilement, en fait, vous pouvez avoir un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise qui vont avoir tendance à cantonner, par exemple, la question du travail à une question de sécurité, d'accidentologie, par exemple. Et d'ailleurs, c'est à un moment, quand le dialogue se fait, quand on voit quand le dialogue autour du travail se fait mal, et bien, en fait, l'organisation syndicale, elle est obligée, en quelque sorte, de revenir dans un rôle relativement attendu d'elle, où on contestera pas trop sa légitimité, qui est de soulever des questions de dangerosité, de sécurité, donc des questions sur lesquelles, notamment du point de vue du droit, l'organisation syndicale est considérée comme étant sur son terrain. Et du point de vue aussi des représentations, personne ne se pose trop la question de savoir pourquoi l'organisation syndicale s'autorise à soulever tel ou tel problème. Or, tout l'enjeu, moi je pense, dans les présentations que vous avez faites, c'est au contraire l'effort que vous faites continuellement pour arriver à reconstruire les catégories à partir desquelles tout le monde pense. Les catégories à partir desquelles les dirigeants pensent, les catégories à partir desquelles les managers de proximité pensent, ou toute une série d'acteurs qui ont été moins évoqués, mais comment les DRH pensent, par exemple. Et finalement, penser en termes de travail, c'est en fait intégrer des sujets sur lesquels souvent on a l'habitude de les traiter isolément. Et à un moment, dans le chat, il y avait une question qui était posée sur et la performance, comment est-ce qu'on fait retour sur ça? Est-ce que c'est considéré parmi les critères? Et il me semble que là, il y a une vraie question autour de comment, en fait, on arrive à dépasser la situation où la performance, c'est le sujet évident et la propriété, en quelque sorte, des dirigeants. Et puis, l'organisation syndicale, elle serait, par exemple, sur la sécurité ou des sujets de ce type-là. Raisonner en termes de travail, c'est faire éclater ça et recomposer ça, en quelque sorte. Et il me semble que dans les va-et-vient que vous pouvez décrire, dans le fait que c'est jamais acquis, on voit que c'est vraiment tributaire quand même à tous les niveaux de la ligne managériale, hein, d'individus, et que quelque chose dont on pense que dans l'échelle qu'a présenté Michel tout à l'heure, on était vers l'étape 7 et ça semblait relativement bien institutionnalisé. Patatras, en fait, ça peut très facilement redégringoler à un rythme rapide. C'est-à-dire que c'est jamais acquis, c'est jamais tenu définitivement. Et si c'est jamais tenu définitivement, à mon avis, c'est évidemment parce que il y a des personnes qui viennent et des individus qui donc portent plus ou moins ces modes de pensée-là. Et puis parce que précisément, c'est des catégories de pensée qui sont tellement en fait orthogonales à la façon dont on gère habituellement dans les entreprises que dans le fond, il faut en permanence remettre le centre de gravité autour d'un raisonnement en termes de travail. Donc moi, c'est un des derniers points que je veux souligner, c'est que en fait, un des enjeux, finalement, je pense que vous poursuivez, c'est d'arriver finalement à ancrer quelque chose d'assez durable dans une représentation du travail qui amène à intégrer les problèmes là où, alors quand on est dans des très grandes structures, c'est encore plus difficile parce que vous allez avoir des directions, des services support et des directions fonctionnelles spécialisées qui, elles, vont faire tout un travail en permanence pour, au contraire, reconstruire les problèmes à partir des termes qui leur conviennent bien à elles et qui constituent les préoccupations qu'elles portent et également tout l'outillage de gestion qu'elles portent. Et donc,
installer une représentation en termes de travail, ça veut dire aussi finalement lutter contre tous les instruments de gestion qui divisent la perception des problèmes, là où au contraire, il faut les réintégrer. Et la toute dernière chose, pour ne pas être trop long, c'est que la question du temps est absolument cruciale, je pense, dans tout ça. Pour pouvoir avoir du dialogue autour du travail, il faut avoir du temps. Et je pense que ça fait un peu écho à ce que Michel disait quand il contrastait Renault et Toyota. Dans un certain échec de Renault, sans doute, peut-être y a-t-il, moi ce qui m'a frappé dans la présentation qui était faite côté Toyota, c'est comment finalement on arrive à la photo le montrait à un moment, comment on arrive à dégager des opérateurs de la ligne de montage ou de toute autre activité pour précisément se consacrer à ce genre de travail qui est oui, là on est en train de revoir justement un petit peu plus haut, non pas ça, un petit peu plus haut encore, je pense, encore plus haut. Ah ben non, donc du coup, c'était plus bas. Pardon. C'était quand les personnes étaient autour de la table. Voilà, pardon. C'était là. C'est là, oui. En bas à gauche, la photo, là. La photo de gauche, voilà. Voilà, c'est ça ici. Si vous lisez par exemple l'ouvrage de Jean-Yves Bonnefond qui justement rend compte de l'intervention de l'équipe du CNAM chez Renault, vous vous apercevez comment il a fallu d'abord lutter pour arriver à trouver la première fois 15 misérables minutes pour arriver à sortir les gens de la chaîne et arriver à la va-vite leur expliquer la démarche, les engager dans la démarche. Là, on se dit que chez Toyota, visiblement, on a au moins, semble-t-il, l'impression que des conditions ont été réunies pour que des gens puissent véritablement travailler en ayant un minimum de temps pour véritablement se plonger dans les problèmes, apprendre aussi les éléments de la méthode. On parlait d'Ishigawa, de toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'en fait, il y a de la formation de toutes ces personnes et que, d'une certaine manière, entreprises et organisations syndicales, finalement, convergent autour de quelque chose qui est un point d'accord pour construire du dialogue autour du travail, qui est que ce travail, il nécessite de dégager du temps. Voilà. Et que c'est une conception de la performance que, précisément, considérer que ce temps à leur dégager n'est pas du temps improductif. Alors que chez Renault, visiblement, la question du temps improductif semble à ce point obsessionnelle qu'elle empêche même de faire cet investissement. Voilà, donc ces questions d'investissement dans le temps, à mon avis, sont des questions cruciales. Bon, j'étais très intéressé par ce que j'ai entendu et aussi par la diversité de ce que j'ai entendu, diversité dans les formes d'action choisies, dans les situations d'entreprise, et je voudrais y revenir un peu ensuite, notamment la taille de l'entreprise, du coup, je pense le statut des managers dans ces entreprises, qui ne sont pas du tout les mêmes, à mon avis, et ce qui pèse, à mon avis, sur les choses. Voilà. Et alors, je voudrais, pour partir peut-être de ce que vient de dire à l'instant Pascal, moi, ce qui me frappe quand même dans ces approches qu'on défend tous, c'est cette idée qu'on veut partir de l'action et des transformations concrètes au niveau le plus élémentaire, si on peut dire, mais que la visée, ce n'est pas que ça. La visée, ce n'est pas que ces transformations concrètes. Ces transformations concrètes, elles sont à la fois elles sont nécessaires, elles ont un rôle, j'ai employé un mot qui n'est pas peut-être le meilleur, mais elles sont un peu le prétexte pour faire autre chose. Donc, voilà. Bon. Et
c'est une partie du problème. Le fait que ce soit le prétexte pour faire autre chose, c'est parce que et ce qu'on veut, c'est une certaine transformation des rapports sociaux, une place du travail différente, mais pas tout à fait peut-être dans le sens que disait Pascal, c'est-à-dire que l'idée que donner aux personnes la possibilité de peser sur leur propre travail. Bon. Ça et donc ces transformations de premier niveau sont nécessaires pour les transformations de deuxième niveau. Mais elles sont pas toujours atteignables. Ces transformations de second niveau, ça dépend beaucoup des marges qu'on peut dégager. Et dans le premier exemple qui m'avait beaucoup intéressé, moi, l'exemple de CIDES, on voyait bien qu'il y avait cette possibilité qui était ouverte justement de travailler différemment, qui a été bloquée pour des raisons sur lesquelles je reviendrai si j'ai le temps aussi. Cette transformation des rapports sociaux, qui est visée par ces transformations de deuxième niveau, ça change le rôle des managers, potentiellement. Ça suppose qu'ils soient d'accord pour le changer, qu'ils voient ça comme une opportunité, mais ce n'est pas du tout une évidence, ça, qui le voient comme une opportunité. Ça peut être vu au contraire comme un danger, c'est quelque chose auquel ils ne sont pas du tout préparés culturellement, par leur formation, par ce que leur demandent les entreprises. Ils ont une vision de leur propre rôle qui est: je détecte les problèmes, je diagnostique leur nature et je les résous. Ce n'est pas du tout dans cette perspective de contribuer aux dynamiques sociales, des dynamiques de prise en compte par les salariés eux-mêmes de leur propre activité. Et ils peuvent être même mis en danger par le fait s'ils laissent faire ça. Donc, du coup, c'est pour ça que dans l'échange qu'il y a pu avoir, enfin, pour moi, j'étais très sensible à ça, parce que, avec cette idée que comment est-ce qu'on peut embarquer les managers là-dedans. Et c'est pas une question simple, parce que je trouve là, du coup, ça se heurte à la nature même des entreprises. On ne peut pas comparer Toyota et Sides, pour dire les choses aussi bêtement que ça. Ce n'est pas les mêmes entreprises, ce n'est pas les mêmes situations économiques, ce n'est pas la même proximité entre les salariés et leurs managers. Enfin, il y a des politiques de management chez Toyota qui ne sont pas du tout du même ordre que dans d'autres entreprises, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas généraliser à tout ça. Mais pour autant, je crois que c'est franchement un enjeu très important, cette question justement de l'articulation avec le travail des managers et une meilleure compréhension de ce qu'ils font. Emmanuel Couvreur, dans un commentaire qu'il a fait après, je crois que c'est lui, en tout cas, je peux me tromper, sur le travail, sur ce qui s'est passé chez Navaille, rapporter l'avis de débordement des cadres. C'est leur permanence, résoudre des problèmes immédiats au quotidien qui se posent. Bon, ça, c'est une vie de cadre, une vie de manager particulière. Ce n'est pas la vie de manager ailleurs, qui vont avoir d'autres enjeux. Donc, je pense du coup qu'il faut penser aussi ça, comment ça s'articule avec comment ce genre de projets qui sont développés s'articule justement avec une situation du manager. Bon, je suis désolé, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est peut-être parce que le problème me préoccupe en ce moment. Voilà, donc moi pour revenir à CIDES, moi je me demande si tout à l'heure il y a eu une interprétation qui était donnée par Yves des raisons pour lesquelles il y a eu une contre-rationalité qui était proposée par Yves. Moi je pense que entre ce qui distingue aussi la CFDT et la CGT, peut-être, c'est cette volonté de la CFDT de contribuer à la performance qualité du travail, qui transforme la position de l'organisation par rapport à l'entreprise. L'entreprise n'a pas forcément envie de ça.
pas forcément envie de ça, il peut être à l'aise avec une organisation syndicale qui ne voit pas du tout les choses comme ça. Finalement, c'est confortable. Voilà. Donc, je me demande si dans les résistances qu'il y a eu par rapport chez CIDES et qui viennent d'au-dessus, semble-t-il, disons, s'il n'y a pas aussi ça, finalement, quel genre d'organisation syndicale on a envie. Voilà. Donc, je me dis que voilà, ça peut jouer. J'étais très frappé par le fait que justement chez CIDES, la direction industrielle était prête à se saisir de la chose. Elle voyait ça comme une opportunité. Mais la hiérarchie au-dessus, non.